Bonjour à tous. Salut Valérie, salut à tous. Salut Sébastien. Moi, j'aimais bien la musique, moi j'étais content. Ouais, on était bien pour démarrer, dynamique. Bonjour, bonjour. Alors ben voilà, ça y est, je vois que Isabelle est en train de nous dire bonjour. N'hésitez pas à utiliser le chat. On va passer les 30 prochaines minutes ensemble. Et donc, je suis ravie d'accueillir Sébastien sur ce sujet, Sébastien Tedesco, pour nous parler un peu plus justement du personal branding. Et vous allez voir plus globalement de comment on fait vivre effectivement les différentes marques du professionnel et des réseaux de l'immobilier. Donc, merci de participer et de donner tous tes trucs et astuces, je dirais, Sébastien, directement effectivement à nos participants du jour. N'hésitez pas, vous avez vu, donc Isabelle, bonjour. Dans le chat, vous pouvez, si vous avez la moindre question, est-ce que quelqu'un a un problème avec le son ou quoi que ce soit, vous pouvez nous écrire. On a effectivement Chris qui est avec nous et qui va faire la partie modération, qui peut aussi vous répondre. Donc ça, c'est la partie chat. Et si vous regardez en bas à droite, vous pouvez aussi sélectionner questions. Donc ça, c'est un autre onglet à connaître. Je vous en parle tout de suite puisqu'on les prendra à la fin. Mais ça vous permet de poser vos questions, tout ce que vous avez, en même temps qu'on déroule un petit peu les choses qu'on avait envie de vous dire aujourd'hui et les astuces surtout qu'on voulait vous donner pour avoir des choses très concrètes. Vous posez vos questions ici. Vous pouvez aussi voter pour les questions qui vous intéressent le plus, à les faire monter. Et comme ça, à la fin, je peux les prendre dans le bon ordre et on essaie de répondre au maximum. On s'est donné 30 minutes. Comment on va le dérouler? C'est assez simple. On va faire un premier petit tour de table entre Sébastien et moi, très rapidement pour se présenter. Ensuite, rentrer dans le vif du sujet, vous donner un peu de contexte. Et enfin, les 5 astuces concrètes à mettre en œuvre autour du personal branding. Et là, on pourra en répondre. On va garder, je pense, une dizaine de minutes à la fin pour les questions. Pour avoir quelque chose d'interactif et d'avoir aussi vos questions ou vos remarques, vos avis, vos anecdotes. C'est intéressant de partager aussi vos bonnes pratiques. Donc, n'hésitez pas et on sera ravis d'avoir tout ça. Voilà, bah écoutez, il est 10h03, je pense qu'on peut attaquer. Tout le monde a son café, est connecté. Je vois qu'on a du monde aujourd'hui. Donc, je te propose qu'on attaque. Et du coup, Sébastien, je te passe le micro. Ouais, volontiers. Pour me présenter très rapidement, donc Sébastien Tedesco, donc je suis pur produit de l'immobilier depuis 2006. Donc, ça fait un peu plus de 16 ans maintenant dans cette industrie immobilière en tant que conseiller immobilier au début, puis ensuite en tant que directeur de plusieurs agences immobilières. Voilà, je manageais une vingtaine de négociateurs en transaction jusqu'en 2017. Et puis, depuis fin 2017, début 2018, voilà, ça va faire un peu plus de 4 ans maintenant. Je suis le fondateur de l'organisme de formation Accélère Immo et on a la chance d'accompagner beaucoup de conseillers immobiliers, de dirigeants d'agences immobilières. Avec mes équipes, on est une petite dizaine de personnes maintenant dans la structure. Et puis, il se trouve voilà, que j'ai également écrit un livre qui est sorti fin 2020 dans lequel je partage ma vision de l'immobilier. Et je pense qu'il doit y avoir un passage dans lequel je parle du personal branding et de l'importance que ce personal branding va prendre dans les prochaines années, à mon avis, dans cette industrie immobilière. Parfait. Très rapidement aussi, parce que j'ai envie qu'on aille après vite sur ce sujet du personal branding. Peut-être pour me présenter, donc moi je suis Valérie Touraine, je suis la CEO de Swimrite. Pour ceux qui ne nous connaissent pas ou ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on est une société belge à la base. Donc on est présent et on a des milliers d'utilisateurs, nombreux utilisateurs en Belgique. Mais on est arrivé en France en janvier 2021 à peu près, vraiment sur le marché français. On a démarré avec des premiers clients et là on accélère bien. On a des milliers d'utilisateurs effectivement aussi en France. Et puis on a aussi une partie de l'équipe qui est en France. Donc on est voilà, entre très européens, je dirais, entre des gens en Belgique, des gens en France, etc. Et l'ensemble de l'équipe accompagne nos clients sur ces 2 pays-là et puis qui sait peut-être bientôt sur d'autres. Mais voilà, et comment on les accompagne, et c'est pour ça qu'on avait envie d'avoir cette prise de parole ensemble, Sébastien, c'est qu'on a aussi une vision forte chez Swimrite et une mission de se dire comment on peut, grâce à la technologie, à tout ce qu'on peut mettre en œuvre, libérer, je dirais, les agents et les conseillers immobiliers, leur permettre de gagner du temps pour se concentrer sur ce qui est le plus important, qui est faire son métier, d'être avec son client, de lui apporter tout le conseil et l'expertise, de prendre la parole aussi, donc d'où cet aspect de communication, plutôt qu'en tout cas passer du temps à faire des tâches administratives ou à retaper 15 fois les mêmes choses, etc. Donc voilà, dans notre démarche, c'est de pouvoir valoriser, augmenter, je dirais, le conseiller immobilier en faisant notre métier, je dirais, plus technique côté Swimrite. Et c'est un enjeu qui est fondamental. Je le vois tous les jours au contact des conseillers immobiliers, des dirigeants d'agence.
les questions d'organisation, de productivité, de dispersion dans des tâches chronophages, etc., c'est central en fait parce que ça impose à beaucoup d'acteurs de l'immobilier d'être confrontés à une forme de plafond de verre. Ils aimeraient continuer de déployer certaines choses, de continuer de faire croître leurs entreprises. Et parfois, on se retrouve un petit peu bloqué par cette barrière, notamment du temps. Et c'est hyper intéressant de pouvoir avoir des outils qui permettent d'automatiser et d'industrialiser un certain nombre de choses pour effectivement passer du temps de qualité avec leurs clients, quoi. Absolument. Et du coup, Sweetbright, on l'a découpé en 2 blocs, effectivement, qui permet de soutenir cette vision-là. C'est le côté mobile first. Donc, depuis sa création en 2016, alors à l'époque, on avait déjà un peu moins de téléphone dans la poche et aujourd'hui, on l'a tous. Mais déjà, on avait vraiment misé sur le mobile et sur le fait de se dire, voilà, on a l'agence dans la poche, on est complètement accroché avec. Je suis sûre qu'il est soit dans votre poche, soit dans votre main, mais pas très loin en tout cas. Donc, on a pensé d'abord l'expérience pour se faire sur un téléphone. Et pour ça, il faut simplifier, rendre plus efficace, plus fluide, se concentrer sur ce qui est vraiment important. Donc, on a pensé pour le mobile. Et après, on a forcément une version web qui permet aussi que qu'on est en agence ou les personnes qui gèrent les dossiers, des choses un peu plus complexes en agence, et une version web et que tout soit synchronisé. Mais voilà, vraiment l'approche, elle est pensée avant tout sur ce côté, comment je fais pour tout faire simplement et efficacement sur effectivement un écran de téléphone qui reste plus petit qu'un écran d'ordinateur. Et puis là, au côté automatisation, tout ce côté comment j'optimise et je me libère effectivement de ces tâches chronophages, c'est en pensant Sweetbright comme une colonne vertébrale de l'agence immobilière et on va connecter tous les outils, ce qui permet d'éviter toute double saisie, parce que toute l'information peut passer d'un outil à un autre, et surtout de mettre en place effectivement des scénarios d'automatisation pour lancer le SMS avant visite ou après, l'email qui demande les différentes pièces, parce qu'en fait, on pose tout le temps les mêmes questions par mail, par téléphone, etc. Donc, on peut automatiser cette partie-là pour que le temps qui soit encore une fois dédié par le conseiller immobilier, ça soit du temps de qualité sur des choses beaucoup plus complexes, beaucoup plus pointues, et on est dans l'écoute et le conseil, pas dans bêtement, je renvoie la même liste de demandes de pièces justificatives ou quoi que ce soit. Cool. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on avait envie de parler de ce duo de l'attractivité et de la performance, qui est vraiment, selon toi, 2 choses clés qui vont ensemble et qui sont nécessaires. Peut-être tu peux nous en dire plus sur cette matrice. Ouais, je me suis amusé, je pense que ça va intéresser là, les dirigeants d'agences ou de structures qui sont là, ou les managers. Je me suis amusé à finalement opérer une forme de classification des structures immobilières en fonction de 2 choses qui sont fondamentales et qui sont la garantie d'une croissance exponentielle, d'accord? Faire croître de manière exponentielle son agence ou son réseau, c'est être au carrefour de 2 dimensions. La première, c'est de gauche à droite, de passer d'une structure qui serait pas suffisamment attractive ou désirable pour un conseiller immobilier afin de la rejoindre à une structure qui devient beaucoup plus désirable, beaucoup plus attractive. Donc là, on va toucher à tout ce qui va tourner autour du recrutement et de la fidélisation d'ailleurs des collaborateurs. Et puis, de bas en haut, le levier performance individuelle des collaborateurs, parce que l'objectif de tout dirigeant d'agence ou de tout dirigeant de structure, c'est de faire en sorte que les collaborateurs qui se trouvent à l'intérieur puissent exploiter leur plein potentiel et performer à la hauteur de leur potentiel. Et donc, on se rend compte que quand on a la capacité à avoir une structure attractive pour de futurs collaborateurs ou pour les collaborateurs qui y sont, et en plus de ça, de savoir les rendre performants, forcément, qu'est-ce qu'on a? On a une hausse des effectifs, la rétention des collaborateurs et une hausse du chiffre d'affaires individuel, mais surtout de manière exponentielle pour la structure. Parce qu'imaginez bien qu'une structure avec 3 collaborateurs qui font 80 000 euros de chiffre d'affaires, c'est 240 000 euros de chiffre d'affaires. Mais si à la place, j'ai 7 collaborateurs qui font 120 000 euros de chiffre d'affaires moyen, on voit bien qu'on a une courbe totalement exponentielle en termes de croissance. Et donc, c'est vraiment important de savoir appuyer sur ces 2 leviers de est-ce que ma structure est suffisamment attractive pour attirer des talents et est-ce que je suis en capacité de les accompagner à la performance. Si je ne suis pas dans ces cas-là, je vais tomber dans les autres cas de figure que j'ai présentés là. Celui qui est en bas à droite, qu'on voit à mon sens beaucoup trop souvent dans notre industrie, qui est je suis en capacité d'attirer beaucoup de personnes parce que l'immobilier, ça fait rêver, parce que je suis dans la surpromesse de rémunération et de réussite, et donc je vais attirer un maximum de gens. Mais par contre, je n'ai pas la structure qui permette d'amener les gens à la performance. Et donc là, j'ai vraiment ce turnover que l'on voit souvent dans les réseaux. Et puis, j'ai une structure que j'ai appelée chair à canon quelque part. Donc, on envoie au front beaucoup de collaborateurs, mais pas suffisamment armés pour réussir. Et puis, côté gauche, dans les structures qui ne sont pas suffisamment attractives, on va avoir une structure en bas à gauche qui est celle qui
peu de collaborateurs, peu de chiffre d'affaires. Je pense que ce n'est pas la peine que j'aille plus loin dans la description. Et puis en haut à gauche, ce qui est intéressant, c'est des structures qu'on voit aussi beaucoup dans notre industrie, qui sont des structures qui sont souvent là depuis un certain nombre d'années, mais qui va reposer, c'est un peu l'agence immobilière traditionnelle, qui va reposer sur 2 à 3 collaborateurs qu'on est en capacité de faire performer, mais qui pour autant, parce qu'il n'y en a que 2 ou 3, et parce qu'ils performent, rend la structure paradoxalement vulnérable. Parce que ça crée un lien finalement de dépendance entre la tête de la structure et les collaborateurs, puisque si ce même collaborateur se casse une jambe ou il lui arrive une bricole, ça repose sur peu de choses et j'ai une structure qui est vulnérable. Voire, je ne suis pas en capacité de retenir mes talents et je me retrouve dans la situation où je permets à des conseillers immobiliers de performer, je vais les former à la réussite et puis ils vont aller exploiter cette réussite ailleurs. Et là, je suis dans le cas où je forme ma concurrence. Et donc, vraiment, ces 2 leviers de l'attractivité et de la performance sont vraiment fondamentaux pour une structure qui voudrait croître. Et dans ce webinaire-là, on va vouloir se concentrer sur une de ces deux dimensions-là, qui est cette dimension d'attractivité. Et la marque personnelle, le personal branding, est un des leviers fondamentaux pour se rendre plus attractif. Absolument. Et du coup, justement, alors, on aimerait en parler sur la partie performance, comment on valorise et on accompagne effectivement tout le monde à la performance pour ne pas avoir cet effet, j'ai que 2-3 très bons performeurs et en fait, du coup, je suis en risque. Mais le sujet aussi de comment j'attire, comment je retiens et comment je donne les clés, effectivement, sur l'aspect attractivité, a beaucoup de sens. Et justement, sur ce personal branding, alors peut-être vous d'abord donner du contexte et après vous expliquer la dualité, moi, que je vois pour un réseau entre ces différentes marques sur lesquelles j'investis, pourquoi. C'est que le personal branding, c'est effectivement donc, une marque personnelle, hein, finalement, peu importe l'anglicisme ou pas. Mais le personal branding, c'est un peu un mot-clé que vous avez dû beaucoup entendre, qui est, donc, comme vous le voyez, une pratique qui consiste pour un individu à promouvoir lui-même son image, ses compétences, par le biais des techniques de marketing. On utilise la notion de marque, effectivement, et publicitaire, utilisée habituellement pour une marque, je dirais, corporate. Ouais. Donc, on utilise ces bonnes pratiques au service, finalement, de la marque personnelle. Et on voit avec aussi comment ça fonctionne aujourd'hui, avec la montée des réseaux, etc. De manière générale, les consommateurs ne croient plus peu en ce que peut dire une marque qui paraît très froide, très loin, très, très détachée de notre réalité. Et on écoute beaucoup plus ce que va nous dire une personne. Donc, il faut que les personnes, les collaborateurs, etc., puissent incarner ces marques. Donc, c'est cette vague, je dirais, du personal branding qu'on voit partout en tant que consommateur. Et donc, forcément, dans le monde de l'immobilier, des professionnels de l'immobilier aussi, ça a du sens. Et là où je voulais te poser la question, c'est de dire, il y a un peu 3 marques. On en a parlé ensemble en préparant. Finalement, effectivement, il y a la marque du négociateur, du conseiller, effectivement, qui doit se promouvoir ses compétences, prendre la parole d'un point de vue aussi très authentique. Surtout qu'aujourd'hui, on le voit bien, ce qui fait la différence, c'est l'expérience que vont vivre les personnes qui achètent ou qui vendent, ou qui louent, etc. Mais voilà, c'est les clients finaux vont valoriser l'expérience vécue, donc là, d'où l'importance de ce temps de qualité, comme on disait, pour le conseiller immobilier avec ses clients. Donc, il y a cette marque personnelle. Il y a la marque personnelle aussi, mais du dirigeant de réseau, qui effectivement va prendre la parole pour aussi incarner les valeurs, la culture, la vision effectivement de son réseau et le porter de manière forte auprès de son audience. Et puis, on a la marque du réseau quand même, parce que même si on dit que la marque, effectivement, corporate, elle est un peu moins forte, elle reste présente et nécessaire, et il est important, effectivement, de miser sur cette marque. Donc voilà, on a 3 marques qui vivent ensemble, mais est-ce qu'elles s'opposent? Comment on peut le faire vivre? Est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'il faut miser que sur le personal branding en même temps? Voilà, comment faire vivre un petit peu ces 3 marques ensemble? Ouais, en fait, le personal branding, en gros, c'est le marketing de soi. Et le marketing de soi, ça existe depuis que le monde est monde. C'est-à-dire que c'est très drôle parce qu'aujourd'hui, on a tendance à focaliser sur des outils. Donc, en fait, quand on pense personal branding, on va penser communication digitale, etc. Alors qu'en réalité, le personal branding, c'est quoi? En fait, c'est ta réputation. Et ta réputation, quelque part, elle n'avait pas attendu les réseaux sociaux pour exister. Donc, c'est l'image que les gens ont de toi et ce que les gens disent de toi quand tu n'es pas dans la pièce. Donc, ça, ce n'est pas nouveau quelque part en tant que principe de base. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, sur ces 3 différentes marques, effectivement, on va avoir, et pour moi, c'est une des grandes tendances des 5 prochaines années. Alors, on peut vouloir aller à contre-courant de cette tendance-là. En tout cas, moi, c'est une croyance forte que j'ai. On le voit de plus en plus, c'est qu'on a quelque part des marques de réseaux immobiliers ou de réseaux d'agences immobilières qui sont de plus en plus… Enfin,
de moins en moins exploité en tant que tel par les conseillers eux-mêmes. Donc, on voit en fait des logos de réseau qui diminuent au profit des visages, à l'inverse, du conseiller immobilier et de la marque personnelle du conseiller immobilier. Donc, soit on va à contre-courant de ça, soit on accepte que la marque du réseau et le réseau est une boîte à outils pour permettre aux conseillers immobiliers d'être plus attractifs et d'être plus performants. Une fois qu'on a dit ça, on clarifie déjà les objectifs de chacune des 3 marques que tu as citées. Parce que côté conseiller immobilier, mon objectif, c'est de générer des opportunités de business en élevant mon niveau d'autorité par ce personal branding. Côté dirigeant de structure, je vais chercher à, quelque part, à humaniser mon réseau immobilier en étant le porte-parole de mon réseau et des valeurs de mon réseau, etc. Et donc, je vais rendre plus attractif mon réseau immobilier par l'image que je renvoie moi-même en tant que dirigeant ou en tant que dirigeante. Et ensuite, on va avoir la marque qui, elle, doit du coup clarifier son objectif, qui est peut-être moins un objectif d'aider les conseillers immobiliers par la puissance de la marque en question que de chercher à attirer les meilleurs talents. Et là, on va parler de marque employeur. Donc, la marque employeur va être fondamentale dans ce qu'elle va permettre d'attirer des talents, de les retenir à l'intérieur, ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, on voit bien que chaque marque va avoir des objectifs différents, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas cohabiter, bien au contraire, et qu'elles ne peuvent pas se nourrir mutuellement. Et c'est ce qu'on va voir du coup pendant ce webinaire. Et une dernière question, je dirais un petit peu piquante, mais je suis sûre que tout le monde se pose, c'est du point de vue du conseiller de se dire, est-ce que j'ai intérêt à valoriser la marque dans mon réseau? Je me dis, non, parce que c'est moi que je veux mettre en avant, parce que c'est normal aussi de se dire, est-ce que je suis bien dans mon réseau aujourd'hui? On ne sait pas demain ou autre. Et vice-versa, le réseau se dire, tiens, est-ce que j'investis sur mes conseillers immobiliers? Mais alors après, l'idée, c'est pas d'avoir un turnover énorme, parce que justement, on retombe sinon dans l'effet chair à canon dont tu parlais juste avant. Ouais. Mais voilà, on a quand même du turnover naturel, et tu disais tout à l'heure, voilà, investir sur des gens en formant finalement ma concurrence, c'est aussi compliqué. Donc comment, voilà, est-ce qu'il y a quand même un intérêt commun qu'on arrive à trouver à un moment, ou est-ce que chacun va tirer la couverture à soi? Ouais, c'est vrai que c'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver. Moi, je crois qu'il faut assumer quand on est dirigeant de structure que notre objectif, c'est de permettre aux gens de se sentir bien dans cette structure. Et se sentir bien, c'est être à la fois performant et épanoui. Quand on a la performance sans l'épanouissement, c'est le burn-out. Quand on a l'épanouissement sans la performance, c'est le turnover. Et donc, du coup, c'est de cultiver en tout cas la rétention à l'intérieur de sa structure qui va garantir la pérennité à terme. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir peur d'un conseiller immobilier qui serait performant et qui utiliserait son image propre pour performer, pourvu qu'il ait la certitude que les outils qui sont mis à sa disposition sont ceux qui contribuent à cette performance-là. Là où il y a un problème, c'est quand le conseiller, non pas a l'impression que c'est grâce à son image qu'il développe son business, mais quand il a l'impression qu'en plus de ça, finalement, quelque part, cette boîte à outils que constitue son réseau ne lui apporte pas autant de choses que ce qu'il pourrait faire par lui-même. Comme un particulier qui décide de vendre par lui-même, parce qu'il estime que finalement, quelque part, il peut utiliser un certain nombre d'outils et faire aussi bien, l'impression en tout cas qu'il a, de faire aussi bien qu'un professionnel de l'immobilier. Donc, je crois que c'est moins un sujet de est-ce que j'utilise la marque de l'un ou de l'autre, que est-ce que chacun, finalement, s'apporte mutuellement, y compris sur le plan des outils, en fait. Ouais. Comment tu, finalement, fais valoriser ces marques parce qu'elles s'apportent l'une l'autre et on va en parler, je pense, dans la partie astuce, justement, de comment tu, au contraire, crées plus d'écho grâce à ces 3 marques qui vivent ensemble, plutôt que de se dire, bah, tiens, si j'en mets une en avant, l'autre va l'être moins, et vice-versa. Yes. Du coup, on se lance forcément dans le personal branding, on le favorise, bien entendu, qu'on soit soi-même conseiller ou patron de réseau. Et par quoi on démarre? Ouais, il y a quelques questions qu'on peut se poser si on se dit, OK, j'ai envie de, non pas me lancer dedans, mais en tout cas de réfléchir stratégiquement et de donner du sens à tout ça. Le risque, à chaque fois qu'on veut se lancer dans un nouveau projet, c'est de se lancer bille en tête dans le truc sans avoir posé un certain socle préalable avant de se lancer là-dedans. Donc, il y a quelques questions, à mon avis, qui méritent d'être posées quand on est dirigeant d'agence ou dirigeant de structure. La première d'entre elles, déjà, c'est pourquoi est-ce qu'on viendrait chez moi? En fait, c'est tout bête, mais ça permet quand même de clarifier un certain nombre de choses parce que moi, ce que j'entends, c'est que toute la journée, on me dit « Ouais, mais tu comprends, Sébastien, tu verrais la concurrence sur mon secteur, tu verrais le nombre d'agences, tu verrais le nombre de conseillers immobiliers, etc. C'est compliqué, il y a de la concurrence. » Bon, il faut savoir que la concurrence, c'est quelque chose qui s'autorégule. D'accord? Il y a la concurrence qui va avec la dynamique et l'attractivité d'un marché. J'habite à Nice, et il se trouve qu'à Nice, il y a 600 agences immobilières. Donc, en fait, il y a du monde. Mais il y a la concurrence qui va avec la dynamique de marché. Par contre, il n'y a pas de problème de concurrence, mais il peut y avoir un problème de différenciation. D'accord? Parce qu'en fait, qu'est-ce que nous disent nos clients? Ils nous disent, bah, en fait, vous êtes tous les mêmes. Et qu'est-ce que dit un conseiller immobilier qui chercherait à rejoindre un réseau immobilier?
Ben, pourquoi un réseau plutôt qu'un autre, finalement? Les outils, c'est un peu les mêmes. Les packages de rémunération, ça peut être similaire. Il y a quelques différences, mais quelque part à la marge, pourquoi je rejoindrais un réseau plutôt qu'un autre? Et donc ça, c'est la question que le dirigeant et ses équipes dirigeantes doivent se poser. C'est quoi notre ADN? C'est quoi qui nous différencie des autres réseaux immobiliers? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un viendrait chez nous plutôt qu'ailleurs? Et là, si la réponse, c'est une réponse qui est d'ordre outils ou rémunération, là, il y a déjà un petit problème qui se pose parce que sinon, c'est une course sans fin qui viendrait rogner les marges et la profitabilité d'une structure. Donc, pourquoi est-ce qu'on viendrait chez moi? Pour un certain ADN, et je dois me poser les questions. Il y a des structures qui l'accompagnent très bien d'ailleurs à ce genre de réflexion-là. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on viendrait chez moi plutôt qu'un autre? Pour moi, c'est la première question fondamentale à se poser. La deuxième, une fois qu'on a répondu à ça, c'est comment est-ce que ça peut transpirer dans ma communication. Donc, on a répondu au pourquoi. Ensuite, c'est OK, mais comment est-ce qu'on fait en sorte que ce message il puisse transpirer dans notre communication? Le digital, c'est un sujet, mais ça n'est pas le seul. L'événementiel, tout ce qui va avoir lieu sur le terrain, des salons, des soirées rencontres qu'on va faire. Il y a plein de choses que l'on peut faire pour rendre sa structure plus attractive, pourvu, une fois qu'on a clarifié le message, qu'on ait clarifié finalement les moyens de communication que l'on va mettre à disposition pour laisser ce message transparaître au plus grand nombre. Une fois que ça s'est clarifié, on va se dire, OK, maintenant, comment est-ce que je donne un cadre pour permettre à mes équipes, que ce soit mes équipes tête de réseau, si je suis un gros réseau et que j'ai des fonctions support, mais aussi mes équipes de terrain, quel cadre je leur donne pour qu'ils puissent s'exprimer finalement au travers de ce qui a été clarifié. Et ce cadre, ça se transmet comme un projet qui a du sens, comme un vrai projet d'entreprise. À partir du moment où on lui donne du sens et qu'on lui donne du corps et qu'on le projette à long terme sur voilà notre structure, son ADN, c'est ça, voilà là où on veut aller dans les 5 prochaines années, voilà comment vous pouvez contribuer à ce projet d'entreprise. Les gens sont animés par la volonté de participer à quelque chose qui est plus grand qu'eux, quelque part, et qui les dépasse. Et donc, c'est comment est-ce qu'on vend ce projet d'entreprise aux équipes dans un cadre, et on verra tout à l'heure dans les astuces, qui soit suffisamment large sans pour autant les contraindre. Et puis, comment est-ce qu'on le partage, ce cadre? Et là, se pose la question de l'onboarding des collaborateurs. C'est-à-dire, quand tu as un collaborateur qui rentre dans ma structure, comment est-ce que je lui partage ce cadre de communication? Est-ce que j'ai créé un outil en interne, qui parfois est un outil vidéo, qui peut être des ressources qu'on leur met à disposition? Est-ce que j'ai un parcours d'intégration qui inclut aussi la dimension communication vis-à-vis de la marque, les bonnes pratiques, les choses à faire ou à ne pas faire en matière de communication? Et donc, est-ce que vous, dirigeant d'agence ou de structure, vous avez un endroit où les gens peuvent venir finalement récupérer l'information ou obtenir cette information sur comment est-ce qu'on communique, c'est quoi les valeurs du réseau, c'est quoi son ADN, qu'est-ce qu'on accepte de faire ou de ne pas faire, et quel est ce cadre finalement dans lequel on peut s'exprimer. Donc, c'est finalement comme un mini-audit. On va rentrer dans le côté très astuce concrète parce que j'aime bien ce côté, quelque chose à appliquer tout de suite. Mais le message quand même reste, attention à ne pas utiliser bêtement l'astuce, je dirais, si vous n'êtes pas posé ces questions-là. Donc, d'abord se poser au calme et d'écrire un petit peu ces 4 questions, comme tu le disais, d'avoir un mini-audit, effectivement, de la vision, le pourquoi, le comment de tout ça. Yes. Et après, on peut rentrer dans la mise en œuvre, je dirais, concrète. Donc, les 5 astuces que tu voulais partager justement aujourd'hui. La première étant… Je l'ai écrit comme ça, c'est vrai. Encadrer la communication, ce n'est pas la contraindre. Et en fait, ce que je vois beaucoup dans les écueils dans les structures, franchement, qu'elles soient agences indépendantes, locales ou énormes mastodontes, en fait, on voit souvent cet écueil de… il y a des choses que j'autorise et que je n'autorise pas, mais avec un cadre qui est tellement restreint quelque part, qui ne permet pas nécessairement à la personnalité de chaque conseiller du coup de terrain de s'exprimer pleinement. Et je suis à la rencontre moi des acteurs de terrain et j'ai beaucoup de conseillers immobiliers qui me disent moi en fait je suis un peu embêté entre ce que j'aimerais déployer en matière de communication et ce que mon réseau m'autorise ou ne m'autorise pas à faire. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que, tu vois, j'écoutais un podcast hier qui parlait de la notion, c'était autour du burn-out, mais de manière générale, il y avait cette question autour du mot équilibre. Et en fait, dans équilibre, il y a la partie qui est vraiment la partie est-ce que les choses sont équitables, mais il y a la partie libre. Et en fait, à partir du moment où on perd la liberté, on perd cet équilibre-là. Et donc, il faut être très vigilant dans le cadre qu'on va donner à ses collaborateurs pour leur donner suffisamment de liberté pour qu'ils puissent réellement s'exprimer. À partir du moment où il y a le sentiment que je ne peux pas m'exprimer en tant que conseiller immobilier et de communiquer comme j'aimerais le faire, là, il y a un lien qui commence à se distendre avec la structure et il peut y avoir à un moment donné une réflexion
qui va amener à un départ potentiel du collaborateur. Et à l'inverse, on ne peut pas non plus accepter de tout laisser faire. Parce que je vois aussi du coup, parce qu'on n'a pas suffisamment donné finalement la possibilité c'est ce qu'on verra dans l'astuce numéro 2, mais on n'a pas prévu tous les cas de figure. Parfois, on a des gens qui se permettent des choses qui sont à l'opposé de l'ADN du réseau. C'est vraiment très difficile quand on est réseau immobilier de pouvoir, surtout si on en a 3 000, 5 000, 6 000, 10 000, 15 000, c'est qu'on ne peut pas être derrière tout le monde. Donc, il faut avoir un cadre qui est très clair et pour autant laisser la personnalité à chacun le plus possible de s'exprimer. Moi, je pense à une conseillère que l'on suit actuellement qui fait des choses vraiment, vraiment super en matière de communication. Mais philosophiquement, historiquement, son réseau d'agences immobilières est dans une philosophie autour du digital qui est un peu plus, on va dire, conservatrice. Et du coup, on se retrouve avec une collaboratrice qui performe, mais qui se pose des questions parce que toutes les 5 minutes, on va lui taper sur les doigts parce qu'elle elle utilise le digital, pas comme la structure aimerait que ce soit utilisé. Donc, c'est vraiment un équilibre qui est compliqué à trouver. Et finalement, tu parlais tout à l'heure d'onboarding et de dire vraiment quel est notre ADN, etc. en tant que réseau. Finalement, c'est aussi quelque chose qui peut prendre du temps parce que si dès le démarrage, on dit clairement, voilà, ça c'est notre ADN et voilà d'ailleurs comment on communique cet ADN, tu attires les personnes qui sont alignées et qui se sentiront bien d'ailleurs là-dedans. Et effectivement, des personnes avec qui il y a peut-être un désalignement, c'est comme ça, il vaut mieux le voir avant et ne l'aurait pas rejoint. Après, voilà, on ne va pas pour autant vouloir que cette personne quitte le réseau aujourd'hui. Mais voilà, c'est quelque chose peut-être qui se fait dans le temps, c'est ça, en ayant une communication claire et puis un cadre très expliqué, je pense que c'est ça. Hein. Il faut surtout expliquer le cadre à tes conseillers actuels et à ceux qui vont te rejoindre pour s'assurer d'un alignement et que du coup, il y ait cette liberté parce que vu qu'on est aligné sur les valeurs ou sur le fond de l'ADN, on a la liberté derrière de l'exprimer en fait. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis là parce que on est les premiers à l'expliquer à un conseiller immobilier que plus il va s'exprimer finalement avec authenticité et plus il va attirer les clients qui lui ressemblent quelque part et plus il va être dans une position de tri naturel parmi ses clients. Donc, on va se retrouver dans une position où il peut choisir ses clients de manière assez naturelle et simple. Et en fait, ça s'exprime également au niveau du réseau, tu as raison. Sur le fait que si cette personnalité s'exprime bien, la personnalité du réseau, mais c'est ça, il faut personnifier aussi le réseau. Aussi le personal branding du réseau. Voilà, ça permet de faire un tri naturel finalement vis-à-vis des collaborateurs. Et il ne faut pas oublier que de la contrainte naît la créativité. Et donc, à partir du moment où on crée un cadre qui, certes, définit une forme de contrainte, à partir de là, il peut se passer plein de choses intéressantes où les gens peuvent jouer avec ces contraintes-là. Mais c'est un exercice qui est, je le conseille, qui n'est pas simple. Et tu disais justement que l'astuce numéro 2, c'est derrière de donner ce cadre bien expliqué, etc. Mais après, on peut être perdu en fonction, alors chacun a des compétences ou un certain niveau sur la partie communication. Et plus on aide, mieux ça se passe, je dirais. C'est un peu ça l'idée de l'astuce numéro 2. Ouais, je souris parce qu'on a beaucoup d'apprentis marketeurs chez les conseillers immobiliers. Et des fois, on va passer des trucs où on se dit, bon, il y a une tête de réseau qui s'est embêtée à essayer de faire des trucs relativement qualitatifs. Et puis, tout le monde se dit qu'il arriverait à faire mieux. Et il y en a qui font de très belles choses, mais il y en a aussi où je vois passer des trucs où je dis, bon, chacun son métier quelque part. Et justement, dans cette notion où chacun fait son métier, on le disait tout à l'heure en introduction, les conseillers immobiliers doivent avoir du temps de qualité avec leurs clients. Et pour passer du temps de qualité avec leurs clients, il faut avoir industrialisé, automatisé et préparé, modélisé un certain nombre de choses en amont. Donc oui, quand on est réseau immobilier, il faut avoir créé des modèles, des templates, des éléments avec Canva, Google Slides, ce que vous voulez, qui permettent de faciliter la tâche de ces collaborateurs qui n'auront plus qu'à changer leur nom, changer leur petite baseline s'ils ont un truc un peu différent. Mais au moins, on est sûr qu'on a quelque chose qui sort, qui est qualitatif et qui correspond à la charte graphique du réseau. Les réseaux ont des chartes graphiques très précises. Et encore une fois, c'est une contrainte. Et dans ces contraintes-là, on peut imaginer plein de choses. Mais à minima, ces contraintes-là, elles sont fondamentales parce qu'elles sont la garantie de l'expression de l'ADN de la marque. Bright a travaillé sur son ADN de marque. On l'a fait nous aussi chez Accélère Immo. Et du coup, une fois que ça s'est calé, on peut imaginer plein de choses pourvu qu'on soit dans ces guidelines, dans ces contraintes qui ont été fixées en amont. Donc, faciliter le plus possible la tâche de vos collaborateurs. On a cité Canva, Google Slides, PowerPoint, ce que vous voulez, des choses qui permettent aux collaborateurs, et il y en a beaucoup dans les plus gros réseaux, on voit des bibliothèques en ligne où on peut aller piocher des documents préétablis, etc. Et ensuite, on peut aller les adapter pourvu qu'on reste dans ce cadre-là. Donc, très important de pré-mâcher le travail et de prévoir tous les cas de figure. Oui, c'est ça. Et d'avoir beaucoup de choses, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas deux templates qui
permettent effectivement de suivre la charte, mais d'avoir vraiment un maximum de choses. Et ça permettra de s'assurer que du coup, les conseillers trouvent ce dont ils ont besoin et donc l'utilisent. Après, sinon, on a ce risque que s'il y a 2 templates qui ne remplissent pas tous les cas, derrière, s'adapter un peu n'importe comment parfois. Exactement. Et on a donc les cas qui sont la marque, j'allais dire chapeau, et puis quelque part les sous-expressions de cette marque-là. Là, je pense à un conseiller immobilier, par exemple, dans un réseau de mandataires qui est spécialisé dans les domaines de chasse. Ouais. Donc, c'est des propriétés qui font plusieurs centaines d'hectares, avec parfois un étang, un lac, plusieurs bâtiments, etc. Donc, c'est très, très spécifique. De son point de vue, et il n'a pas tort, ça demande une image de marque qui est très spécifique aussi, sauf que le cas de figure, entre guillemets, n'est pas prévu en termes de communication. Et du coup, ça l'a amené à avoir une communication qui est franchement à l'opposé complet, quelque part, en tout cas en termes de colorimétrie, etc., du réseau. Donc, avec voilà, ton propre site internet, ton propre logo, tes propres couleurs, etc. Où là, comme je disais tout à l'heure, le logo du réseau devient de plus en plus petit. Il faut vraiment fouiller pour voir dans quel réseau il se trouve. Parce que quelque part, le cas de figure n'était pas prévu. Et donc, il n'y a pas un cas qui est prévu avec une expression luxe de la marque, une expression fonds de commerce, une expression viagère, une expression, voilà, où je n'ai pas prévu des sous-expressions de ma marque en fonction de différentes peut-être spécificités de marché et qui permettraient du coup à chaque cas de figure de pouvoir aussi s'exprimer tout en respectant l'ADN de la marque. Je me permets d'avancer du coup à l'astuce numéro 3. Je vois le temps qui tourne. Ouais. Repartager mutuellement les communications. Donc là, on retombe sur ma fameuse question de est-ce que les 3 marques peuvent s'apporter plus et avoir un écho plus fort à 3 ou est-ce qu'en fait, elles se tirent la couverture l'une à l'autre? Ouais, c'est l'effet de réseau en fait. On va pouvoir, c'est là où on a des choses qui commencent à devenir très très intéressantes en termes de culture d'entreprise et d'expression de la culture d'entreprise. C'est quand chacun se fait le relais de la communication de chacune des marques. Donc on a le conseiller immobilier qui va mener un certain nombre d'actions de son côté, mais qui peuvent tout à fait être relayées comme bonne pratique par le dirigeant du réseau ou par la marque, parce que du coup, ça peut contribuer au partage des bonnes pratiques pour l'ensemble du réseau. Parce qu'il ne faut pas oublier que la marque, elle s'exprime pour tous ses collaborateurs. Et du coup, le fait qu'elle partage une bonne pratique d'un collaborateur, ça permet aux autres collaborateurs de venir piocher de bonnes idées, etc. Donc, le réseau peut être le relais de certaines bonnes initiatives locales d'un conseiller immobilier. De la même manière que le conseiller immobilier peut lui aussi se faire le relais d'initiatives qui ont été prises au niveau de sa tête de réseau ou parce que son dirigeant a reçu un prix X ou Y ou parce que son réseau a décidé de reverser un certain pourcentage de ses honoraires à une association ou je ne sais quoi. Le conseiller immobilier va pouvoir lui aussi se faire le relais parce que ça lui parle d'une initiative qui a été prise par sa tête de réseau. Et quand on multiplie le nombre de conseillers immobiliers par le nombre de communications qui peuvent être établies par la tête de réseau et inversement, là, on voit bien qu'on a un maillage, qu'on a un réseau qui permet à chacune des marques, finalement, d'exploser et d'être d'autant plus visible parce que je vous rappelle qu'avant 7 à 8 points de contact, un message n'est pas finalement audible pour une audience, donc il va falloir multiplier les points de contact et avoir ces différentes briques qui s'expriment permet de se faciliter la tâche aussi par rapport à cette multiplicité de points de contact. Et alors, est-ce qu'on parle d'autre chose que d'immobilier? Parce que finalement, on est des pros d'immobilier. Pourquoi parler d'autres sujets? Ouais. Parce qu'on voit pas le message. Il est prouvé que dans toute industrie, il y a toujours à peu près 3% des personnes qui ont un besoin donné. C'est-à-dire que là, si on mettait 100 personnes dans une pièce, il y aurait 3 personnes qui ont actuellement un projet immobilier, 3 personnes en moyenne qui sont actuellement à la recherche d'une voiture ou d'une cuisine. Et en fait, une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que si on a une communication qui n'est qu'une communication purement immobilière, qui est une communication qui est purement transactionnelle, on se rend compte que de fait, elle va écarter 97% des gens qui vont la recevoir parce qu'ils ne sont pas actuellement dans une réflexion immobilière. Et de la même manière, ça fonctionne pour le réseau immobilier. C'est d'aller exprimer finalement 4 grands piliers pour moi de communication. Il y a bien évidemment le pilier immobilier. Je suis conseiller immobilier, je vais donner des astuces pour vendre, acheter, etc. Je suis un réseau immobilier, je vais expliquer quelles sont les grandes tendances de l'immobilier en France actuellement, etc. Donc, je peux parler d'immobilier. Mais je suis également un acteur de l'habitat. Et donc, en tant qu'acteur de l'habitat, là, il s'ouvre à moi une variété de sujets que je peux traiter parce que je suis tout à fait légitime pour parler de jardinage, de rénovation énergétique, de décoration, etc., etc. Donc là encore, je peux aller exprimer un certain nombre de sujets qui, du coup, deviennent déjà un peu plus intéressants, même pour quelqu'un qui n'aurait pas un projet immobilier immédiat. Et je contribue à la montée en maturité de cette personne-là qui va finalement petit à petit, je vais instaurer une forme de relation. Donc je rentre dans une communication qui est plus relationnelle que transactionnelle et petit à petit, comme ça, rentrer dans son écosystème.
Le troisième pilier, ça va être tout ce qui va être pilier vie locale. En tant qu'acteur de terrain, je suis une agence immobilière qui est implantée localement depuis un certain temps dans une commune donnée, ou je suis un conseiller immobilier dans un village donné. Et ben, en tant qu'acteur de la vie locale, je suis tout à fait légitime pour me faire le relais de certaines initiatives menées par des commerçants, par des associations, les événements à venir dans la commune, les projets d'aménagement du territoire, etc. Les gens recherchent un expert d'hyper proximité. Et donc, à ce titre, je dois élever mon niveau d'expertise pour élever mon niveau d'autorité. Et à l'inverse, parler de sujets qui sont très pertinents localement pour les gens qui vont effectivement me voir ou me lire. Et puis, le quatrième pilier, ça va être le pilier un petit peu vie ma vie de conseiller immobilier ou vie ma vie d'agent immobilier ou de dirigeant d'agence immobilière, parce que les gens sont très curieux de savoir ce qui se passe dans les coulisses du métier d'agent immobilier. Et donc, je vais faire vivre la vie de mon agence, je vais faire vivre la vie de mon réseau, je vais faire vivre ma vie de conseiller immobilier pour faire en sorte qu'on voit aussi qu'il se passe d'autres choses que ce qu'on a l'habitude de voir. Si je suis tête de réseau, ben, je vais montrer la vie du siège, je vais montrer les moments de team building, je vais montrer un certain nombre de choses pour que mes conseillers immobiliers voient qu'il se passe des choses dans ma tête de réseau et que ce n'est pas uniquement une communication, encore une fois, transactionnelle, mais je crée du lien. Et à l'inverse, quand je suis un acteur de terrain, de la même manière, je vais montrer à mes propres clients finaux ou à ma communauté, en tout cas, l'envers du décor de mon métier. Et ça aussi, c'est vecteur de créer du lien. Quand on disait qu'on vous achète, vous, il va falloir que ça aussi, ça s'exprime. Très authentique, en fait. On est dans des communications de plus en plus sincères, réelles. On essaie de montrer des choses. Alors, des fois, on dit, oui, les réseaux sociaux, c'est très superficiel et on montre que le côté sympa de nos vies et de nos vies pro. Mais malgré tout, c'est quand même de venir faire voir un peu les coulisses et de montrer des choses du terrain, en fait. Yes. Et notre dernière astuce du jour, c'était… Il va falloir gagner du temps. C'est bien beau de faire tout ça, mais il va falloir gagner du temps, il va falloir l'industrialiser, on en a parlé, il va falloir l'automatiser, on a parlé des modèles, on a parlé des templates, etc. L'étape d'après, donc, ces modèles permettent de gagner du temps. Et puis, si en plus j'industrialise un certain nombre de choses et certains processus, ça va être particulièrement utile. Et c'est ce que vous faites chez Subbright, entre autres. Oui, c'est vraiment notre point de vue de se dire, en fait, il y a un moment où la journée, elle faut un certain nombre d'heures. Et ces heures-là, il vaut mieux les mettre là où on a plus de valeur. Et alors, on en est vraiment convaincu, même au sein de Subbright, on a cette même vision sur nos propres métiers, je dirais. C'est-à-dire, on met l'énergie là où il y a vraiment de la valeur. Et comment je gagne du temps sur des choses, alors soit parce que ce n'est pas prioritaire, et il faut faire des choix parfois, soit c'est important aussi, c'est nécessaire, mais c'est quelque chose qui effectivement est automatisable parce que c'est tout le temps la même chose, c'est répétitif. Et si c'est répétitif, eh bien, on peut l'automatiser, on peut mettre en place des scénarios, on peut utiliser des outils pour nous faire gagner du temps, voilà, mieux visualiser les informations pour aller plus vite dans leur compréhension. Enfin, voilà, il y a plein de choses à mettre en place. Et on peut vraiment utiliser la technologie au service de l'humain. Donc la digitalisation, c'est pour plus d'humains, plus de temps humain et gagner du temps et se libérer un petit peu de tout ce qui est un peu plus, en tout cas moi je trouve, moins intéressant. Et puis même économiquement, moi c'est un travail que je fais faire souvent par les dirigeants d'agence ou les conseillers immobiliers. C'est en fait à partir du moment où tu prends le chiffre d'affaires que tu dois déployer dans un nombre d'heures donné, quelque part tu as ton taux horaire et tu as la valeur de ton temps en tant que conseiller immobilier. Et quand tu regardes la valeur de ton heure de travail et que tu regardes en face soit une délégation que tu peux faire à quelqu'un, entre guillemets, qui serait payé moins cher pour la tâche en question ou que tu peux l'industrialiser ou l'automatiser, ben là, tu as un levier qui commence à être intéressant parce que si j'investis 10 d'un côté sur une heure et que cette heure-là, moi, elle vaut 150 ou 200 euros de l'heure quand je suis avec mes clients, ben on voit bien que là, je peux avoir un levier clairement de développement de mon business parce que je mets le temps et la valeur là où elle doit être, quoi. Et sur ce point-là, il y a un dernier retour, je dirais, qui est on se rend compte avec nos clients qu'il y a un vrai appétit aussi et cette envie, c'est entendu, ces messages de la digitalisation, de comment je gagne du temps, comment je mets l'énergie au bon endroit, comment je communique mieux. Enfin, c'est vraiment des messages qui sont entendus et je pense qu'on a du monde aujourd'hui aussi parce que c'est des sujets qui intéressent. Et on se rend compte que après, pour les mettre en œuvre, c'est pas si simple et qu'effectivement, ils ont besoin d'aide et d'accompagnement. Ils ont besoin d'aide, voilà, d'Accélérimo par exemple, pour les aider à comment je communique, c'est quoi les bons piliers, pourquoi, quel est le niveau de cadre que je peux mettre pour être dans quelque chose de très guidé mais pas contraint, etc. etc. Donc, c'est ça, s'entourer aussi des bons experts sur ces sujets. Et nous, chez Subbright, on se rend compte qu'au-delà de l'outil, de ce qu'on propose, ce côté mobile first, cette capacité à automatiser, à connecter tous les outils, après, il faut le faire. Et on a des gens qui savent le faire et on a aussi beaucoup de clients qui nous disent est-ce que vous pouvez le faire, s'il vous plaît? Donc, on a aussi développé cet aspect accompagnement pour auditer, comprendre les process, les aider à mettre le doigt sur ce qui est important et ce qui l'est moins pour être automatisé, donner des petits trucs et astuces et après le mettre en œuvre et l'implémenter. Puisqu'effectivement, encore une fois, le temps de nos clients, il a plus d'intérêt avec leurs conseillers, avec leurs clients, qu'à se dire, tiens, comment je mets en place telle et telle intégration
comment j'automatise, comment j'implémente mon Zapier, mon Mailchimp ou autre. Et on vient les aider là-dessus parce qu'on sait le faire, on l'a fait plein de fois et c'est plus rapide finalement pour tout le monde. Et donc, c'est encore une fois mettre le temps au bon endroit avec les bonnes personnes. Ouais, carrément. Eh bien, je vous propose de passer à la partie questions. Il est déjà 10h40. On a été bavard. Merci encore, en tout cas, Sébastien, pour tout ça. Il y a des questions, je vois que ça a intéressé. Nous avons Émilie qui nous demande, bonjour à tous les deux, la régionalisation des réseaux immobiliers peut-elle être une des solutions pour une croissance durable? Ouais, bon. Par écho, est-ce que tu disais que ce côté local et l'importance du terrain? On a eu l'occasion d'en discuter souvent avec Émilie, mais c'est vrai que moi, je crois de plus en plus à la coexistence, en tout cas dans l'industrie immobilière, de gros mastodontes, si on prend les réseaux de conseillers immobiliers indépendants notamment, qui vont cohabiter avec des réseaux à taille plus humaine, mais qui auront besoin pour exister d'être nichés, entre guillemets. Donc d'avoir une proposition de valeur très spécifique. Et donc, soit cette proposition de valeur, c'est une proposition de valeur de type j'ai des outils où j'ai une pratique particulière et les gens viennent travailler chez moi parce qu'on a une pratique particulière du métier. On est un réseau de conseillers immobiliers indépendants spécialisé en viager, ou on est spécialisé en commerce, ou on est spécialisé en vente aux enchères. Là, j'ai un call là-dessus cette semaine. Et voilà, il y a des gens qui vont se spécialiser dans une manière de vendre. Et donc, c'est une manière de se nicher et du coup d'exister. Cette nasse de réseau. Ou alors, je vais avoir une proposition de valeur qui est plus régionale, effectivement, où là, du coup, je vais avoir volonté d'avoir un réseau à taille humaine spécifique à une région qui va faire s'exprimer aussi les valeurs d'une région en question. Et donc là, en termes de communication, il y a plein de choses intéressantes qui peuvent émerger parce que du coup, on est attaché à des territoires. Et du coup, le fait de connecter son entreprise à son territoire, ça peut donner comme ça un ADN de marque qui peut être très fort et qui peut permettre du coup d'exister sur un territoire donné. Donc, c'est important d'en faire finalement un élément de différenciation, justement pour appuyer sur cette différence et jouer là-dessus. Ouais, en voulant plaire à tout le monde, on ne plaît à personne en fait. Hein. C'est vraiment le côté là, de tout ce qu'on voit depuis tout à l'heure. On parle, tu sais, de l'analogie glace vanille, glace pistache, quoi. La glace vanille, bon, tout le monde aime bien la glace vanille, mais on aime bien mettre la boule à côté de la tarte à thym, quoi. Bon, mais quand on te donne vraiment le choix du parfum de glace, finalement, il y en a, va prendre citron, il y en a qui va prendre pistache, il y en a qui va prendre rhum raisin. Et c'est là où la personnalité de chacun s'exprime. Et donc, voilà, la question pour Émilie et pour d'autres, c'est et si j'arrêtais d'être un réseau immobilier vanille et je devenais un réseau immobilier pistache? Et que j'avouais ma différence sincèrement et réellement. Yes. Et choisir, c'est renoncer, hein, donc c'est ce qu'il y a de plus dur. Hein. Absolument. Bien d'accord. Vincent nous demande d'ailleurs si rendre sa structure attrayante sans agence et sans locaux, c'est possible. Ouais, donc on est encore sur ce côté très, très local, effectivement. Ouais. 100%, je dirais. C'est pas l'ancrage local par le local commercial, entre guillemets, n'est pas forcément en condition sine qua non aujourd'hui pour rendre une structure attrayante. Quand on regarde le parcours d'un client et le parcours d'un conseiller immobilier qui décide de choisir tel ou tel réseau, le fait d'avoir un local physique, c'est plus aussi différenciant ou c'est plus aussi important en tout cas que ça pouvait l'être par le passé. Et quand on voit que 90% du parcours d'un client se fait en ligne, finalement, l'existence digitale est devenue fondamentale. Donc, pour répondre à Vincent, je suis convaincu en tout cas qu'on peut avoir une structure qui soit attrayante sans agence. Après, en tout cas, c'est pas parce qu'il y a l'agence qu'elle est attrayante. Après, on peut avoir une agence du coup qui est un super outil de travail pour ses équipes et qu'on va réfléchir comme ça, comme étant un bel outil de travail avec la salle de formation, avec des espaces dédiés pour ses clients. On peut réfléchir à des aménagements géniaux. Pour autant, ça n'est pas indispensable, en tout cas, pour avoir une structure qui est attrayante. Émilie nous dit qu'elle préfère la glace au caramel beurre salé. Je la reconnais bien là. Mais effectivement, voilà, on voit bien que la personne. Ah oui, on a une question aussi, alors qu'elle était posée dans le chat, de Sonia. Hop. Je suis conseiller immobilier et j'aimerais savoir dans mon personal branding si je dois mettre plus en avant dans mes réseaux sociaux mon visage, photos en action, vidéos de réel, etc., etc. Donc effectivement, Sonia, c'est la question de comment se mettre en avant par rapport au réseau. Alors ça dépend peut-être aussi du cadre et des guidelines qui a été donné par ce réseau. Je ne sais pas. Ouais, c'est vrai, oui, c'est sûr. Maintenant, Sonia, ce qui est clair, c'est que notre métier, c'est de vendre de la confiance. Et donc aujourd'hui, on fait d'autant plus confiance à quelqu'un
qu'on a vu, dont on a entendu la voix, qui a exprimé ses valeurs, etc., etc. Et donc, je sais que c'est un combat qui est difficile pour beaucoup de conseillers immobiliers d'assumer aussi son image et de montrer son image, etc. Mais il faut comprendre que montrer son visage, c'est devenu indispensable. Pour autant, se montrer sur les réseaux sociaux, ça n'est pas raconter sa vie. Et les gens ont souvent l'impression de dire, mais du coup, si je dois me montrer sur les réseaux sociaux, c'est que je dois montrer ma vie, en fait. Je sais que je suis un produit du digital. Pour autant, moi aussi, j'ai des guidelines dans ma communication qui sont fixées par moi, mais aussi par le cadre familial. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas de moi. Parce que c'est un cadre que j'ai décidé de montrer. Donc, il y a ma vie professionnelle, mais par contre, je suis OK pour montrer tout l'envers du décor de ma vie professionnelle. Et pas forcément partager ma vie privée. Donc, il ne faut pas confondre montrer son image et raconter sa vie, ou en tout cas devoir impérativement montrer des choses qu'on n'a pas envie de montrer. Ouais. Donc, encore une fois, c'est réfléchir à qu'est-ce qu'on a envie de montrer pour se donner soi-même son cadre et après, du coup, avoir aussi une communication cohérente. L'enjeu aussi, c'est de ne pas en montrer trop, puis du coup, plus avoir envie et du coup, il n'y a pas de cohérence. Ce qui marche aujourd'hui, c'est d'avoir quand même une communication claire et cohérente. En fait. Yes. Une dernière question de Frédéric que je trouve intéressante. Il est dirigeant d'une agence dans un réseau national et effectivement, il va devenir indépendant à la fin de l'année. Et donc, il doit être en plein dans ce questionnement de marque, effectivement, puisqu'il nous demande comment définir son ADN sans reproduire basiquement celui déjà connu. Ouais. Déjà, là, ce qui me vient spontanément, Frédéric, c'est déjà en ne pensant pas à la place du client sur ce coup-là. Et donc, pas essayer d'imaginer ce que les gens aimeraient ce à quoi les clients aimeraient que ton agence ressemble, ou l'image qui se ferait de ce que doit être une agence dans ton territoire. Et du coup, Frédéric, il y a des chances, notamment quand on est dans le début finalement du développement de sa structure, ou quand on veut repartir un petit peu entre guillemets de zéro, comme là tu veux le faire, c'est qu'en fait, ça part de soi. Et de toute façon, ton agence immobilière, Frédéric, elle est l'émanation de ce que tu es toi-même. C'est-à-dire que dès qu'il y aura un décalage entre ce que tu es toi et ta vision du métier, de la manière dont tu as envie de le pratiquer, mais aussi au travers ta manière de pratiquer ton métier, qui tu es vraiment, s'il y a un désalignement avec ce que l'on va voir de ton agence et ce que tu vas exprimer au quotidien et de ce que tes équipes vont pratiquer, en fait, c'est un biais cognitif qui est bien connu. C'est qu'à un moment donné, s'il y a incohérence, quelque part, il n'y a pas la confiance. Donc, quoi qu'il arrive, Frédéric, pour attirer les collaborateurs et attirer les clients, il faudra qu'ils aient confiance. Et pour qu'ils aient confiance, il faudra qu'ils aient l'impression que le message, il est aligné avec qui tu es, toi, déjà, Frédéric, en tant qu'agent immobilier, en tant qu'être humain, et comment est-ce que tu aimerais exprimer ça à travers ta pratique de ton métier. Et c'est vrai que c'est dur de ne pas faire comme on a l'habitude de faire ou comme d'autres font déjà, parce que ça crée un précédent. Et nous, on voit beaucoup d'agences immobilières qui ont des initiatives qui sont vraiment géniales, et on s'aperçoit que ces initiatives, elles sont souvent finalement l'émanation de la personnalité du dirigeant lui-même. D'où ces 3 marques. Je pense que quelle que soit finalement la taille de son réseau, ou sont des conseillers ou dirigeants ou autres, en fait, il y a un vrai exercice. Prenez le temps, là, entre midi et 2 peut-être, de se dire, tiens, c'est quoi les 3 marques qui existent entre effectivement le réseau, le dirigeant, qui représente du coup, mais qui incarne effectivement, et puis nos conseillers, et de comprendre quel cadre on veut donner à chacun et comment les 3 peuvent se combiner et s'apporter avant d'attaquer la communication à tout va, je dirais. Yes. Parfait. Eh bien, merci à tous. Merci pour vos questions. Ça permet aussi de donner des cas concrets. Et puis, on vous souhaite une très belle journée. Et puis, à très bientôt. Yes, à bientôt. Salut Sébastien. Ciao.